BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans les entretiens HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, et le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble maintenant, vous le savez, pendant 1 heure avec Vincent Beaufils de Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour Edwige. Et pour faire passer son grand entretien à un HEC, en l'occurrence à Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour Edwige. Bonjour. Et donc effectivement, BPI France, Nicolas, c'est 2500 personnes qui sont au service de l'économie, 175 milliards qui y ont été injectés sous forme de prêts, de garanties, de capitaux propres également. Et puis en 2021, 2 milliards de profits. C'est une interview, je vous le rappelle, qui est multicanal, puisqu'on vous retrouvera en print dans Challenge, mais aussi sur les sites de BFM Business et de Challenge, et puis le week-end en rediffusion sur l'antenne de BFM Business. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Surtout, on va dire BPI France, les gens ne connaissent pas forcément, mais vous êtes partout, dans la quasi-totalité des entreprises françaises. Je force un peu le trait, mais c'est pour souligner l'importance de votre fonction. Mode d'emploi, je vous le rappelle, de cet entretien HEC, 4 parties. Une première partie actualité, une deuxième partie plus business, un micro-trottoir avec les étudiants des campus HEC, est-ce qu'ils vous connaissent, est-ce qu'ils connaissent BPI France, et puis des questions des alumni, puis bien sûr le brief de Bain, c'est vous dire si on a un programme très chargé, et puis une petite conclusion un peu plus personnelle. Mais tout de suite, les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Question d'actu, première question, on le voit bien Nicolas Dufourcq, les crises se succèdent, qu'elles soient géopolitiques, économiques, énergétiques, écologiques évidemment, on peut, la liste est longue. Comment est-ce que vous voyez-vous la fin d'année, cette année 2022 et puis un peu 2023, si vous arrivez même avec vos lunettes à percevoir l'horizon? Alors, on a construit une perspective 2023 dans l'idée qu'on aurait 2 trimestres de petite récession légère, 0, quelque chose, et ensuite un rebond. Voilà, donc on est finalement très proche de ce que nous dit la Banque de France, de ce que nous dit l'INSEE. On n'est pas du tout, par conséquent, dans un scénario hyper noir. Et notre dernière enquête... Mais gris ? C'est un scénario, on va dire, contrasté avec passage nuageux, voilà. D'accord. Mais le fondement de l'économie française est bon. Et est encore bon, en tout cas, voilà. Et le premier semestre a été incroyable. Honnêtement, l'année 2021 avait été complètement canon. Là, c'était une année de catapulte post-Covid. Mais le troisième trimestre est bon aussi. On le voit dans les résultats de nos entreprises. Vous savez, à la fin de chaque trimestre, on fait la valorisation de notre portefeuille. Or, cette valorisation, je ne parle pas du portefeuille boursier. Le portefeuille non coté, elle monte. Elle monte. Mais elle montera encore en deuxième semestre. Donc moi je pense qu'il va y avoir des ajustements sur la tech, inévitablement, mais qui ne sont pas encore apparus dans les fonds de capital risque français, pas massivement du tout en tout cas. Est-ce que ça interviendra au 31 décembre, dans les valorisations du 31 décembre? Peut-être. Voilà. Mais ce ne sera pas un événement majeur, j'ai envie de vous dire. Le fond de l'économie française est bon. Oui, mais Nicolas Dufourcq, il y a quand même cette crise de l'énergie qui apparaît donc depuis l'invasion en Ukraine, inflation des prix du gaz et de l'électricité, notamment pour les entreprises. En fait-on suffisamment pour protéger les PME et les ETI? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le gouvernement a pris des décisions radicales pour les ménages. C'est le bouclier tarifaire, qui va représenter une dépense budgétaire considérable. Oui, pour les PME. D'autant plus importante que le bouclier, il s'ajuste à l'évolution des tarifs. Or, l'évolution des tarifs, elle est imprévisible. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que, au fond, c'est comme les marchés monétaires. Il y a un marché à terme de l'électricité, ce marché, il est brisé aujourd'hui. Et donc, les prix à terme de l'électricité 2023 changent tout le temps. Et donc, c'est très difficile de construire... Alors, les PME... Le gouvernement a pris une décision qui est une décision importante, qui est complexe à expliquer, donc je ne vais pas la réexpliquer, mais qui, grosso modo, fait que, entre la partie électricité que vous achetez à l'AREN et d'autre part la partie que vous achetez sur le marché, modulo le bouclier PME que le gouvernement met en place, je parle bien des PME qui sont plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez avoir, grosso modo, un tarif moyen à 180 €. Mais 180 €, bon, ok. C'est suffisant ou pas, c'est en pas, un mot? Oui, non. C'est pas le prix spot de 500 d'aujourd'hui, donc c'est déjà un gros effort de la collectivité, mais c'est élevé. C'est élevé. Donc là-dessus, ensuite, soit vous êtes couvert, et il n'y a aucun problème, soit vous n'étiez pas couvert, et vous allez payer à peu près 180 €. Et 180 €, c'est 2,5 fois plus qu'avant. Donc pour les industries,
qui n'étaient pas couvertes, ça pose problème. On voit bien ces nouvelles donnes macroéconomiques. Vous avez un livre, on y reviendra tout à l'heure avec Vincent, passionnant du reste sur l'industrialisation française, enfin, et le naufrage, l'inquiétude, enfin, on va y revenir. Mais on sait que l'objectif du gouvernement, c'est de réindustrialiser la France. C'est aussi un des rôles que vous jouez à travers BPI France. Est-ce que ça ne remet pas en cause cette réindustrialisation souhaitée, en tous les cas, lorsqu'on voit, par exemple, dernier cas en date, Safran, qui finalement, elle postpone, elle décale la construction de son usine de Faisin parce qu'elle dit, c'est ça, aux États-Unis, on est beaucoup plus aidés. Et on le voit bien, du reste, là, dans l'actualité, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, ils disent, attention, il y a les subventions américaines qui sont beaucoup trop élevées. Bref, c'est un peu la guerre. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que ça menace la réindustrialisation, Nicolas Dufour? C'est vrai qu'on est confronté à un effet en double ou triple lame, puisqu'on a la crise de l'électricité, et en même temps les annonces de Biden sur l'Inflation Act, qui sont des annonces finalement d'un colbertisme qu'on n'aurait jamais imaginé, avec des aides qui sont 3, 4, 5, 10 fois supérieures parfois à celles qu'on est capable de mettre en batterie, en Europe aujourd'hui. Et la troisième lame, c'est la Chine, puisque la Chine aide considérablement ses entreprises aussi. Donc le défi est lancé à l'Europe. En fait, il n'est pas lancé seulement à la France. C'est un défi historique. Le monde a changé. Voilà. Le climat a complètement changé. Le rôle des États a changé, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et il va bien falloir s'adapter, en effet. Ce que vous dites de Safran est un indicateur important. Maintenant, il y a dans l'industrie des entreprises qui sont plus ou moins consommatrices d'énergie. Les entreprises hyper énergivores, elles vont être aidées par le fonds de 10 milliards d'euros qui a été annoncé. Est-ce que ça suffira? C'est trop tôt pour le dire. Il y a quantité d'entreprises industrielles qui peuvent passer parce qu'elles ne consomment pas énormément d'énergie. Il faut voir ça aussi. Et c'est ça qui est un peu surprenant, parce que malgré ce climat qui change, malgré ces difficultés, on a sorti cette semaine dans Challenge notre habituel baromètre PME qui est fait avec Opinionway et BDO, et on se rend compte que sur une période de 6 mois, après la chute effectivement qu'il y a eu post-Ukraine, eh bien, le moral des entrepreneurs ne faiblit pas. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique parce que les carnets de commandes sont encore bons, étaient très très bons cet été, donc l'activité est là. Je l'explique par l'embarqué de croissance de l'année dernière, le cash accumulé au premier semestre. Il y a beaucoup de cash dans l'économie française. La trésorerie des entreprises françaises était montée à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Elle a rebaissé, elle est revenue à son niveau normatif, historique, mais elle est plutôt en bon état. Et un entrepreneur, vous savez, quand il a un carnet de commandes plein et une trésorerie correcte, il n'a qu'une seule envie, c'est de continuer d'investir. C'est ce que nous disent nos enquêtes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nos enquêtes montrent que, certes, ils veulent continuer d'investir, mais alors, ils ont compris le message climatique. C'est-à-dire que la proportion de ceux qui disent que mon investissement ira à la transformation climatique de à ma décarbonation, en fait, a considérablement augmenté. On est passé de 20 à 40% en un an. Donc ça, c'est un phénomène qui mérite d'être souligné, je pense. C'est un indicateur très, très considérable, en effet. Alors, vous avez évidemment suivi les politiques des banques centrales avec les conséquences, les hausses des taux d'intérêt. Est-ce que vous le voyez, vous, dans votre portefeuille, on le sait, très grand, est-ce que vous voyez beaucoup d'entreprises qui ont du mal à rembourser leur PGE, notamment des petites non, pas du prêts tout. garantis par l'État? Non, vous non. dites pas du tout, et en même temps, on a des témoignages. C'est ça qui est un peu pour nous compliqué à percevoir où est la vérité, j'ai envie de dire. C'est toujours intéressant de faire la différence entre l'anecdote et la statistique. Nous, on a la possibilité d'avoir la statistique puisque c'est nous qui gérons le PGE. Oui. Voilà. Et donc, on a depuis le mois d'avril dernier 2000 demandes de prise de garantie sur le PGE, donc d'entreprises qui ont du mal à rembourser, par mois. Et ce rythme est constant. Il ne s'accélère pas. Peut-être s'accélérera-t-il en 2023. En tout cas, pas aujourd'hui. Raison d'ailleurs pour laquelle le gouvernement a annoncé faire une reprise de provision sur PGE de 2 milliards d'euros quand même dans son budget. Parce que le risque n'est pas là. Et d'ailleurs, indépendamment du PGE, vous regardez quel est le risque bancaire de BPI France dans ses comptes, ceux des banques privées françaises, aujourd'hui, le risque dit avéré, c'est-à-dire la paume réelle, très faible, extrêmement faible. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de réindustrialiser la France, réindustrialiser l'Europe. Je voulais savoir si vous avez l'impression que c'est un signal que c'est la fin de la mondialisation, ou est-ce que c'est une mondialisation différente? Et puis, quelle part vous prenez-vous dans cette réindustrialisation de la France, notamment au travers des plans gouvernementaux France 2030? On est passé à une mondialisation sous influence étatique, en fait.
On avait une mondialisation purement libérale, avec une exception qui était la Chine, qui ne jouait pas le jeu. Mais comme la Chine ne jouait pas le jeu, on doit constater que la plupart des économies occidentales ont décidé que la naïveté, c'était terminé. Et probablement que l'Europe est le dernier empire à s'en apercevoir. On a compris? Vous croyez qu'on a enfin compris? On est quand même très nombreux à le dire. Et Thierry Breton, d'ailleurs, l'a martelé cette semaine. Et pas mal d'États européens sont relativement d'accord maintenant sur ce point-là. On l'a bien vu, d'ailleurs, sur le semi-conducteur, sur l'hydrogène, sur les méga-factories de batteries. Il y a une concurrence féroce entre les États européens pour accueillir les nouvelles usines à coût d'argent public. Donc on est sur une nouvelle mondialisation, on est sur une mondialisation colbertiste. Et alors, ce France 2030, vous avez le sentiment qu'il se déroule bien, notamment en termes de rapidité, de gouvernance? Alors France 2030, c'est 54 milliards d'euros d'ici 2030. Oui. Alors on pourra toujours dire c'est pas assez. D'abord, nous ne sommes que la France. Et pas l'Allemagne. Et nous ne sommes pas l'Allemagne. L'Allemagne a une industrie qui est 3 fois supérieure à la nôtre, il faut bien regarder les choses. Et puis l'Allemagne a des comptes relativement équilibrés, 60% de dette sur PIB. Nous, on est à 115. Et donc, il faut reconnaître que la France, dans la multiplicité de ses crises, s'est paupérisée. Elle peut faire difficilement plus que les 54 milliards de France 2030. Il va falloir faire avec ça. Voilà. Est-ce qu'on déploie bien? Oui. D'ici fin 2022, on aura engagé sur les 54 milliards, pour quelque chose qui a démarré finalement au printemps, 1,8 milliard d'euros. Donc les choses vont à leur rythme, qui est plutôt un bon rythme. Est-ce que justement vous comptez intervenir encore plus massivement à BPI France? Est-ce que vous êtes prêt pour accélérer, accompagner cette réindustrialisation, de faire en sorte qu'on ne passe pas à côté? Bien sûr. Donc le plan stratégique de BPI France, c'est des blocs très cohérents. Il y a un premier bloc qui est réindustrialiser la France pour en refaire une puissance exportatrice. Et comment? Par l'innovation. Donc réindustrialisation pour l'exportation par l'innovation. Voilà. Ça, c'est un bloc fondamental dans lequel il y a de l'accompagnement, du conseil, des bureaux d'études, des aides de France 2030, des prêts à la construction de nouvelles usines, de l'equity partout. Donc une boîte à outils très profonde. Et un deuxième bloc très important, c'est décarboner l'économie française. Ça va avec. On ne va pas réindustrialiser noir, on va réindustrialiser vert. Et donc là, porte-à-porte de masse des entreprises françaises pour les aider à accélérer leur décarbonation. Avec là aussi, boîte à outils complète, des prêts, du conseil, de l'equity. Exemple typique, ce qui se passe dans l'industrie automobile, où il y a des dizaines de milliers d'emplois qu'on va perdre dans la filière thermique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une chance qu'on puisse en récupérer d'autres par la transition écologique? Alors, on peut synthétiser ça comme ça. Moi, j'ai plutôt envie de me poser la question de savoir, est-ce que les entrepreneurs de la filière automobile française, par exemple de la vallée de l'Arve, sont suffisamment mobiles pour aller se remettre sur des marchés alternatifs, Et d'ailleurs, ont-ils commencé? La réponse est oui aux deux. Ils sont mobiles et ils ont commencé. Personne n'est là comme un lapin dans les phares. Tout le monde a bien vu que quelque chose de majeur se passait. C'est pas nouveau cette affaire d'arrêt du moteur thermique en 2035. Donc mettez-vous à la place d'un entrepreneur, c'est sa boîte. Et ça va trop vite. Et donc, d'abord, ça va très vite, mais eux aussi sont capables d'aller vite. Ouais. Eux aussi sont capables d'aller vite. Donc moi, je suis assez frappé par la rapidité d'adaptation d'un certain nombre d'entre eux. Mais juste à ce propos-là, Thierry Breton qui dit qu'il y aurait peut-être une clause de revoyure en 2026, n'est-ce pas contraire à ce qu'attendent les entrepreneurs, qu'il y ait en fait un schéma qu'il faut à tout prix respecter? Non, je ne pense pas. La raison pour laquelle Thierry Breton fait cette déclaration, c'est que, au fond, l'automobile, c'est quand même un bien populaire. Donc la question est de savoir, est-ce que l'Europe est capable de faire des véhicules électriques pas chers? Ou est-ce qu'on laisse le marché des véhicules électriques pas chers à la Chine? En tout cas, c'est ce qu'on a vu au Mondial de l'Automobile. Au Salon de l'Automobile, absolument. Et j'ai interviewé Carlos Tavares qui a dit tout ça, c'est de la folie, quoi. Et donc tout le monde se raccroche à l'idée de faire un leasing à 100 € par mois pour que le bas des classes moyennes puisse acheter un véhicule électrique. Et je pense que si Thierry fait cette déclaration-là, c'est qu'il se dit que le bas des classes moyennes, pas seulement françaises, mais tchèques, roumaines, polonaises, hongroises, qui ont des pouvoirs d'achat différents des nôtres quand même, il faudra bien leur offrir un véhicule qui sera encore thermique d'une certaine manière. Avec quoi? C'est là que c'est intéressant, je pense, avec des biofuels. Enfin, là, on est encore dans des scénarios d'avenir, comme on dit. Non. Très, très loin, non? Pas vraiment, non, pas vraiment. Pas sûr. On va reparler de tout ça. On marque une pause et après, c'est le brief de Bain. Ils ont beaucoup de questions aussi stratégiques à vous poser. Après, les questions business, Nicolas Dufourcq. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Bienvenue pour cette deuxième partie de l'entretien HEC. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Brunet. Vous êtes associé de Bain & Compagnie en charge du pôle Private Equity. Et c'est vous qui allez effectivement faire le petit pitch de ce à quoi devrait penser notre invité Nicolas Dufour. Bonjour. Bien, bonjour Edwige Chevrillon, bonjour Vincent Beaufils et bonjour Nicolas Dufour. Alors BPI France s'est clairement imposé comme un acteur incontournable pour le financement et le développement de nos entreprises. Alors 2 chiffres que j'aimerais partager pour situer un petit peu les choses. BPI France l'an dernier, c'est plus de 15 milliards de financement injectés dans nos entreprises et c'est aussi 400 opérations en fonds propres pour un peu plus de 4 milliards, dont d'ailleurs 1,5 milliard investis en fonds de fonds. Alors je crois que l'une des complexités de la mission de BPI France, c'est de porter à la fois des missions, enfin des politiques publiques de l'État et des régions, être un acteur rentable, avec un portefeuille d'intervention en capital, en dette, en garantie et en accompagnant des entreprises de toute taille. Alors, vous avez structuré votre stratégie autour d'un certain nombre d'axes et d'objectifs. J'aurais aimé en retenir 3, si vous voulez bien. Le premier, c'est contribuer à la transformation de l'industrie française. Et j'aimerais citer une initiative dont vous êtes largement à l'origine chez BPI France, qui est la French Fab, qui est cet écosystème, cette communauté d'industriels français en mouvement, réunis autour d'objectifs qui ont trait à la transition énergétique, à l'innovation, à l'international, l'industrie du futur. Autre chose, BPI France est connu, est un actionnaire de grands groupes français, de grands champions français, mais vous portez également une attention toute particulière aux TPE et aux PME industrielles. Et j'aurais aimé citer le plan PME et start-up industrielles, dont l'objectif est de financer 100 usines nouvelles par an. Et puis, je crois qu'il est important de citer que cette action de BPI France, elle s'exerce à la fois en région, vous avez un maillage régional extrêmement important, mais également un accompagnement à l'international et à l'export. Deuxième chose que j'aurais aimé citer, c'est accélérer l'innovation, avec un objectif de 500 startups tech, deep tech, créées chaque année, la volonté de faire émerger une dizaine de licornes françaises à horizon 2030, et puis plus près de nous, l'innovation, c'est aussi 5 milliards de financement l'année passée, assuré par BPI France. Et le troisième volet, c'est soutenir la transition énergétique. Conjointement avec la Banque des Territoires, vous avez lancé le plan climat en 2020, 40 milliards pour financer des green tech, pour également aider des entreprises à s'engager dans la transition énergétique. Alors on en a parlé tout à l'heure, il y a un certain nombre de défis qui semblent se présenter pour nos entreprises. On a parlé de l'enchérissement du coût énergétique, des matières premières, on a parlé des tensions inflationnistes, une forme de ralentissement de la macroéconomie. Alors la question que j'aurais pour vous, elle est double. La première, c'est pensez-vous que nos TPE, PME soient capables de faire face à ces défis, notamment avec un objectif dans leur objectif de réindustrialisation, et comment BPI France peut-il aider, accompagner ces entreprises? Merci d'avoir résumé tout ça. Écoutez, oui, je le pense. C'est cœur de métier, c'est cœur de stratégie de BPI France. Alors, je pense qu'il faut les accompagner. Et donc, ce qu'on a lancé, c'est un plan d'accompagnement massif. Quand je dis massif, c'est du porte-à-porte physique, grâce à nos implantations régionales, de 20 000 entreprises dans les 4 ans qui viennent, pour les mettre en transition. Parce que un entrepreneur, c'est pas en lui envoyant un email ou des slides, et c'est pas seulement en écoutant la radio que vous allez le mettre en transition. Et la télévision. Et la télévision. Il a besoin juste d'être accompagné, quoi. Vous dirigez un cabinet de conseil. Il y a finalement très très peu de cabinets de conseil pour les patrons de PME et patronnes de PME, et même de TI, sans parler des TPE. Bon. Et donc nous le faisons. Donc nous allons voir physiquement, porte à porte, de masse, 20 000 entrepreneurs français, en commençant par l'industrie. Donc on prend les 1800 ETI industriels, ensuite on descend sur les PME industrielles, ensuite on fera le reste. Voilà. Avec une boîte à outils qui est, on les met en relation avec des bureaux d'études, on les met en relation avec des consultants, on fait des diagnostics sur leur flux énergétique, d'eau, on fait des plans de décarbonation, des mesures d'empreinte carbone, on fait tout ça. Et donc c'est parce qu'on fait tout ça que j'y crois. Voilà. Il n'y a pas de yaka faucon dans ce que nous faisons. Ensuite, faire monter des usines, c'est totalement possible. On a un flux de projets incroyable en ce moment, d'entrepreneurs
qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à cette génération que j'ai connue en 2013-2014, sauf qu'ils ne viennent pas du tout du même endroit. Ils viennent des universités françaises, ce sont des chercheurs devenus entrepreneurs, ils ont des objets complexes à fabriquer, ils sont patriotes, ils veulent les fabriquer en France, ils veulent au moins être sûrs d'avoir tenté de les fabriquer en France. Et donc nous, on leur dit, oui, c'est possible en effet. Alors évidemment, si c'est hyper énergivore dans le contexte, on va hésiter. Mais franchement, pour fabriquer, je sais pas moi, un injecteur, un perfuseur que vous utilisez dans les hôpitaux en plastique au Havre, vous pouvez le faire en France. La semaine dernière, il y a 15 jours, a été inaugurée une usine pour faire des couches pour enfants en Hauts-de-France. On importe 98% de nos couches en France aujourd'hui. Ben voilà, on fait monter une usine de couches en Hauts-de-France. Rentable. Donc la ça, souveraineté des couches culottes, c'est ça, hein. Voilà. Merci. Voilà. Merci Jérôme Brunet, merci Nicolas Merci Dufour. On se retrouve tout de suite pour prolonger l'intervention justement de Jérôme Brunet de Bain, les questions business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Nous revoici donc dans la séquence business et vous veniez à l'instant, Nicolas Dufault, de nous donner quelques messages d'espoir de réindustrialisation, mais vous avez été connu aussi cette année pour avoir publié ce livre, La désindustrialisation en France. Vous ne pointez personne, vous dites que c'est une empreinte collective, que tout le monde a mis ses empreintes digitales là-dessous. N'y a-t-il quand même pas, et on le voit dans votre livre, une responsabilité particulière des grands groupes français dans ce grand mouvement de désindustrialisation? Écoutez, les grands groupes français, ils ont eu à faire ce qu'ils avaient à faire aussi, c'est-à-dire qu'ils devaient conquérir le monde. La mondialisation, c'était la mondialisation, la Terre était plate. Et il fallait que les positions soient prises dans le monde entier. C'était une époque de découvreurs, en réalité. Et donc, tout le monde devait aller en Chine, tout le monde devait conquérir l'Amérique latine, tout le monde devait conquérir... Bref, pour l'essentiel, ils l'ont fait. Il faut reconnaître qu'on a aujourd'hui un noyau de multinationales d'origine française exceptionnel. Oui, mais qui ont décidé d'accélérer les délocalisations et demandent aux PME et aux ETI de les suivre. C'est du Nicolas Dufour dans le texte. Absolument, donc j'allais le dire, en effet. C'est-à-dire que je pense qu'on ne pouvait pas... Ils l'ont fait très durement, plus ou moins les uns les autres. Mais très durement, ils ont demandé à leur chaîne de sous-traitants de les suivre à l'étranger. Et les PME et les ETI l'ont fait. Les PME et les ETI, au début, l'ont fait un peu contre leur gré, puis très rapidement, pour une partie d'entre elles, l'ont fait aussi avec un certain plaisir. Parce que la mondialisation, c'était quelque chose d'assez enthousiaste pour elle-même. Et aussi parce que la France était devenue un pays impossible pour elle aussi. C'était devenu très pénible de faire de l'industrie en France dans ces années-là. Et donc, en fait, on peut dire que... France sans usine, on s'en souvient. C'était la France sans usine. Sur un plateau comme celui-ci, vous ne pouviez pas inviter quelqu'un qui était hostile aux 35 heures. Ça ne se faisait pas. C'est tout. Le consensus national, c'était le partage du travail, l'économie de service, l'industrie c'est pour les autres, le fabless, etc. Et donc, l'entrepreneur de 50 ans, dans l'industrie, dans une vallée des Vosges, etc., il s'est dit, c'est pas compliqué, moi je vais aller chercher mon contremaître en Turquie, puisque de toute façon plus personne ne veut faire d'industrie dans notre pays. Voilà ce qui s'est passé. Vous dites même qu'il y a un contrat social contre l'industrie en France. C'était des mots quand même assez durs que vous avez tenus. C'est la faute aux politiques, c'est la faute aux journalistes, c'est la faute évidemment aux chefs d'entreprise. Mais cela dit, qu'est-ce que vous avez fait, Nicolas Dufour, en 10 ans, puisque BPI France a 10 ans, pour lutter contre cette désindustrialisation de la France? J'en profite pour dire que votre livre est absolument passionnant. Il fait un peu peur, mais il est passionnant. Non, mais moi je fais partie d'un tout. Le tout, c'est quoi? C'est qu'à partir... On est à 11%, 12%. Oui. Là où l'Allemagne du PIB. Voilà, le tout, c'est quoi? C'est qu'à partir de la fin du mandat Sarkozy, la prise de conscience du fait que l'industrie française allait à l'abîme a commencé à être partagée par les cercles dirigeants d'abord. Dirigeants. Et puis, ça a fini par infuser lentement. Donc création du Fonds stratégique d'investissement, premier programme des investissements d'avenir, pôle de compétitivité, déplafonnement du crédit impôt recherche, et puis ensuite François Hollande, CICE, pacte de compétitivité, création de la BPI, et puis ensuite Emmanuel Macron, transformation du CICE en baisse de charge, augmentation de la taille du programme. On peut pas dire que ça bouge beaucoup quand même. Comment ? On ne peut pas dire que ça bouge beaucoup. On est toujours entre 11-12%. On n'est pas remonté, ça remonte un tout petit peu. Il faut juste comprendre qu'il fallait d'abord stopper l'hémorragie. Et la chute, on l'a stoppée à peu près en 2016-2017. C'est l'année où, mais marginalement, à 10 usines près, on construit plus d'usines qu'on en détruit. Bon, maintenant, on est passé à, grosso modo, 100. Et tout ça va être très très lent. Moi, je n'ai cessé de dire que pour repasser
de, mettons, 11 à 13% du PIB, d'un PIB qui lui-même va monter, il faudra 15 ans d'efforts continus. Et au fond, pourquoi, quand on regarde non pas l'industrie, mais cette classe d'industrie qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, on se retrouve toujours en France avec, en gros, une fois qu'on met de côté les filiales de grands groupes, 10 fois moins de TI que nos amis allemands? Il y a plein d'explications. Il y a eu un drame pour les ETI françaises qui a été le déplafonnement de l'impôt sur la fortune par Alain Juppé en 1995 jusqu'à la loi du trade. Oui, c'est de droite comme de gauche. Hein. C'est de droite comme de gauche, c'est pour ça que je parle d'un contrat social. Toute la France l'a souhaité. De 1995 à 2003, déplafonnement de l'impôt sur la fortune. Donc il y a quantité de familles industrielles qui possèdent des ETI qui ont vendu, et qui ont vendu à des étrangers, lesquels étrangers ont fermé les usines françaises. Voilà, c'est un des points. L'autre point, c'est l'augmentation constante des cotisations sociales, et non pas des cotisations du régime général, mais des cotisations Agirc-Arrco, gérées par les partenaires sociaux MEDEF et les partenaires des syndicats de salariés, décidant ensemble d'augmenter de 8 points les cotisations sociales patronales de retraite. Et donc le coût du travail est devenu beaucoup trop élevé pour les ETI. Ensuite, vous avez la fiscalité, les impôts de production. Il faut comprendre que 1 euro payé en impôts de production, c'est 1 euro de moins en achat de machines. C'est tout. Donc moins de machines en France. Oui. C'est extrêmement Il y a un simple. débat autour de ça, mais oui, parce que souvent ça favorise plutôt les services, aux services plutôt qu'à l'industrie. Mais c'était le policier mix français qui était tout doit aller vers les services. Parce que les services vont résoudre le problème du chômage de masse en France. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité aussi, enfin elle est générale, et vous le dites très bien, je le disais encore à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des investisseurs qui attendent une rentabilité beaucoup trop élevée? Et l'industrie, c'est sûr que ça rapporte moins qu'une licorne française. Alors, à l'époque... Enfin, et encore. Non, mais c'est tout à fait juste. Enfin, c'est une excellente question. Dans les années 2000, ça a été la vague des LBO. La première grande vague des LBO. Où là, effectivement, les taux de rendement interne attendus étaient très élevés. Et cette vague a fait du mal à l'industrie. C'est pas compliqué quand vous visitez deux usines. Une usine qui a été sous LBO dans ces années-là et une usine qui l'a pas été. Celle qui l'a pas été, il y a plus de machines. Elle investit. Parce qu'on l'a pas tendue. Voilà, c'est pas compliqué. Donc maintenant, les gens ont pris conscience de ça. Donc on tire les leçons de nos erreurs. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le contexte est favorable. Précisément parce que le diagnostic que je fais là, honnêtement, il est partagé par tout le monde. Autre erreur concernant le fléchage, comme on dit, du crédit impôt recherche. Philippe Aghion vient de sortir une étude où il dit qu'il est encore trop au bénéfice des grands groupes et qu'on devrait vraiment l'orienter beaucoup plus vers les entreprises. Je pense qu'on fait... Je peux avoir un débat avec Philippe Aghion là-dessus. Je pense qu'il faut débaptiser le CIR. C'est pas un crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche, c'est quoi alors? C'est un CICE des ingénieurs. Oui. C'est une baisse de charge pour les ingénieurs. Et c'est pour ça qu'ils restent en France. C'est pour ça qu'on garde des centres de recherche en France. Le coût du travail est trop élevé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un crédit d'impôt. Donc c'est un crédit d'impôt qui permet de garder des centres de recherche en France. Il est établi que le crédit impôt recherche n'augmente pas la quantité de recherche faite par le secteur privé français. Simplement, il baisse le coût et donc il permet de localiser les centres en France. Si vous supprimez le CIR, vous délocalisez les centres de recherche. Vous avez de très bons centres de recherche en Inde, il n'y a pas de problème. Et juste une petite question pour terminer. On évoque le succès des grandes multinationales françaises et Stellantis en est une. Oui. Et pourtant, vous n'avez pas voté la rémunération de son patron Carlos Tavares. Pourquoi? Alors je me suis en effet abstenu parce qu'on était sur une résolution dans laquelle il était question à la fois de la rémunération de Carlos Tavares, de la rémunération d'un grand collaborateur de Carlos Tavares, de la rémunération d'un ancien collaborateur qui partait et qui était indemnisé. Tout ça a été mélangé. Voilà. Et d'ailleurs, une partie importante des fonds d'investissement privés n'ont pas non plus voté. Donc les leçons au fond, ce défaut ont été tirées par le conseil d'administration de Stellantis. Et d'autres résolutions seront proposées à l'avenir. J'ai posé la question à Carlos Tavares, il dit qu'il n'y a qu'en France que ça pose un problème. En tous les cas, c'est peut-être aussi une culture française. Juste un petit mot très rapide, il nous reste moins de 0 secondes. Le dividende salarié, on sait que c'est quelque chose qui est très cher aux yeux du président de la République. Est-ce que vous êtes favorable? Il y a des dividendes pour les actionnaires et il faut des dividendes pour les salariés? Moi, j'y suis évidemment extraordinairement favorable. Vous savez, je vis dans un monde qui est le monde du private equity, où on est au dividende salarié puissance 25.
Ouais, ça, oui. Bon. Et donc, je ne vois pas pourquoi les salariés ne bénéficieraient pas d'une partie de la construction de valeur de l'entreprise, en effet. Merci beaucoup. On marque une petite pause. Non, mais on a encore plein de questions à vous poser. Les alumni HEC ont encore des questions à vous poser. Deuxième partie, avec le micro-trottoir sur le campus d'HEC et puis les questions des alumni. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour dans l'entretien HEC avec Nicolas Dufour, qui est tout un tas de questions. On va passer une petite demi-heure ensemble avec des questions des alumni HEC, des questions plus personnelles à la fin. Et puis on va commencer par un micro-trottoir qui va se dérouler sur le campus d'HEC auprès d'étudiants. Des propos qui ont été recueillis par Sarah Ben Nasser et Clémentine Impérial-Legrand. Est-ce que BPI France vous dit quelque chose ? Non. Non, moi non plus. De nom, oui, plus ou moins. Oui, c'est une banque, on en entend parler des fois. C'est la Banque publique d'investissement, mais je connais juste l'abréviation et je ne sais pas trop ce qu'elle fait. La BPI, c'est la Banque publique d'investissement dont le patron est Nicolas Dufour. J'ai fait mon stage 6 mois là-bas, chez BPI France. Quel est le secteur d'activité de BPI selon vous ? Pour moi, la BPI, c'est une banque qui permet aux entreprises d'avoir un accès à l'investissement facile. BPI aide pas mal les PME, il me semble, et de manière générale intervient sur les sociétés françaises et un peu la dynamique industrielle française des sociétés. Ouais. Moi, je connais un peu la partie investissement. Je sais qu'il y en a deux au moins, mais peut-être plus l'aspect digital, enfin le fonds digital et le fonds écotechnologie et ville de demain. Sur le I de BPI, il y a 2 points. Que signifient les 2 points ? Je tente un truc, je dirais que les 2 points, c'est que la BPI nous accompagne jusqu'à un certain moment, elle s'arrête aux 2 points et c'est à nous d'écrire la suite de l'histoire. C'est beau, mais c'est pas ça. J'allais dire la nuit et le jour, mais je sais pas si c'est que ce soit ça. Un premier point pour le I conventionnel et un deuxième point pour dire qu'on sort un peu des cadres de la société et que c'est à nous de oser penser différemment. Qu'ils aident la France de haut en bas, c'est-à-dire que quelle que soit la société ou la personne impliquée en France, elle sera toujours potentiellement aidée par la BPI. Un indice peut-être. Les 2 points sur le I symbolisent l'innovation et l'international, mais également la solidarité dans la prise de risque entre BPI et les entreprises. Nicolas Dufour a déclaré dans une interview que la mondialisation est dangereuse dans le secteur de l'industrie en France. Qu'en pensez-vous ? Je pense que compte tenu du contexte actuel, on est en train de réaliser que la mondialisation n'a pas apporté que du bon, puisque dès qu'il y a des crises, qu'elles soient climatiques ou sociales, ça amène à des difficultés d'approvisionnement dans beaucoup de secteurs. Et donc le fait de décaler notre industrie à l'étranger nous a rendus dépendants de pas mal d'aléas et de pays. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens réalisent qu'il faut commencer à réindustrialiser en France pour moins être dépendant et vulnérable vis-à-vis de ces aléas. On vit majoritairement quand même de l'importation en France, donc c'est vrai que ça aide pas au développement de l'industrie française, surtout qu'on n'est pas compétitif d'un point de vue de coût de la main-d'œuvre, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai que dans tous les cas, la France, si elle veut être reconnue comme une puissance mondiale, doit quand même s'insérer dans cette mondialisation. Et on a beaucoup d'atouts, que ce soit dans le secteur du luxe et du tourisme, qui font que la France est quand même si c'est une certaine forme d'industrie, est quand même insérée dans la mondialisation et a des choses à revendiquer auprès des grandes puissances. Si tu étais en face de Nicolas Dufour, quelle question lui poserais-tu ? Je lui demanderais comment est-ce qu'il compte un peu faire en sorte que BPI soit vraiment beaucoup plus orienté sur les questions de changement climatique et d'innovation en termes d'écologie. Ça fait quoi d'être à la tête d'une des plus grandes banques d'investissement en France ? Est-ce que les journées sont difficiles pour vous ? Est-ce que vous avez du mal à vous lever le matin ou est-ce que vous êtes stressé ? Comment vous gérez un peu toutes les choses qui se passent dans votre vie ? Parce qu'il doit y en avoir beaucoup. Nicolas Dufour, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Non, intéressant, la force du logo de BPI France. Il y a beaucoup de questions, mais il faut un commentaire. Et après, les questions des alumni, parce que là aussi, il y en a beaucoup. Petit commentaire ? Le commentaire sur le logo, c'est que... Non, ou sur eux, sur les micro-trottoirs. D'abord, ça me fait très plaisir de Ils connaissent bien, hein ?
Ouais, Incroyable, ça me hein. fait très plaisir de revoir le campus aussi, moi. Ouais. Eh oui, oui. Ça vous rappelle vos souvenirs. Ça me rappelle des vieux souvenirs. En Allez. plus, j'ai l'impression que c'était filmé devant mon bâtiment, le bâtiment C. Ah, c'est ça, ouais. Bon. Mais le logo, Avec les deux les bâtiments points, D. en fait, bon, moi je fais pas mal de montagnes, et donc c'est le guide et son client avec l'accord entre les deux, solidarité totale, y compris quand il fait mauvais. Question des alumni tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Dernière partie, Nicolas Dufourc, de cet entretien HEC. Il y a des alumni, des anciens de HEC, qui vous ont posé des questions. Alors, je le signale tout de suite, il y aura des mecs contents. Il y avait beaucoup de questions et on a été obligé d'en supprimer une ou deux. La première question, elle vous est posée, tiens, par Fabrice Gerschel. Il est le patron de Philosophie Magazine. On écoute. Bonjour Nicolas Dufourc, je suis Fabrice Gerschel, HEC 1991. J'ai créé, je dirige Philosophie Magazine et au sein de Philosophie Magazine, Philonomiste, une start-up interne qui amène les philosophes et la philosophie en entreprise. Alors, j'ai été passionné par votre livre sur la désindustrialisation et en le lisant, je me suis dit que les causes du problème n'étaient pas seulement économiques ou matérielles, mais elles sont aussi dans nos têtes. Vous terminez votre grand récit par un chapitre sur les dissonances stratégiques. Et je voudrais même aller un peu plus loin, poser la question des dissonances cognitives ou des injonctions contradictoires. J'ai l'impression qu'il y en a à tous les étages. Je pense par exemple à la contradiction entre les concepts d'industrialisation et puis de sobriété ou de décarbonation. Évidemment, je pense aussi aux jeunes diplômés qui sont beaucoup plus valorisés aujourd'hui dans les startups ou dans les services, dans la banque, que dans la grande industrie. Et puis je pense au dilemme de l'État actionnaire qui semble-t-il, du mal à choisir entre ses rôles d'acteur et stratège ou de régulateur ou d'actionnaire financier. Alors ça fait beaucoup déjà, et ma question c'est, est-ce que chacun doit trouver sa propre solution et naviguer dans ces dilemmes, ou est-ce qu'on peut créer un nouveau grand récit? Et si oui, comment? Fabrice, merci beaucoup pour cette question. J'aime beaucoup Philosophie Magazine parce que j'avais publié un petit article en mémoire de Clément Rosset que vous aviez eu la gentillesse de publier. Philosophe que je recommande à tout le monde, et en particulier aux auditeurs d'HEC. Alors, en effet, les injonctions contradictoires. J'ai presque envie de vous dire que la richesse relative des nations est liée à leur capacité à gérer leurs injonctions contradictoires. Et je pense qu'on peut dire que la France n'est pas très bonne dans sa capacité à gérer ces injonctions contradictoires. Quand on regarde ce que la Suisse fait, par exemple, l'Allemagne, les pays du Nord, ils sont exceptionnels dans leur capacité à élaguer, se concentrer, créer un consensus sur une flèche finalement cohérente. En France, malheureusement, on veut faire beaucoup de choses à la fois. Et donc, on impose aux dirigeants des contradictions très fortes. Alors, est-ce que ça s'impose à moi, patron de la BPI? J'ai envie de vous dire, pas tant que ça. Parce que les entreprises dans lesquelles BPI France investit savent que nous revendrons ces participations. Donc nous ne sommes pas là pour construire une sorte d'arsenal de très très long terme où nous deviendrions petit à petit tutelle ou régulateur de ces entreprises. Pas du tout. Hein. Donc nous sommes un très grand fonds d'investissement finalement. Alors la deuxième question vient de Emeric Azema. Bonjour Monsieur Dufour, je m'appelle Emeric Azema, je suis diplômé d'HEC Paris et de l'École d'économie de Paris et je suis aujourd'hui consultant en stratégie. Ma question porte sur les enjeux d'aménagement du territoire dans les décisions d'investissement et de financement de BPI France. À mes yeux, la réindustrialisation de la France ne doit pas mener à une concentration des richesses dans les métropoles et laisser de côté les territoires ruraux. Donc ma question est la suivante. Comment BPI France fait en sorte de réindustrialiser le plus grand nombre possible de territoires français? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Vous avez déjà en partie répondu, mais sur les territoires. L'industrie, elle n'est pas dans les villes. Oui. L'industrie, elle est dans les territoires. Elle est dans les territoires, souvent ruraux d'ailleurs. Hein. Donc le sujet, c'est convaincre les élus locaux d'accorder du foncier à l'industrie et attirer un certain nombre de ressources vers ces territoires-là. Alors il se trouve que quand on arrive à convaincre un jeune comme vous d'ailleurs, plutôt que d'aller dans un cabinet de conseil, d'aller travailler dans une belle ETI industrielle dans un territoire, et ben comme par hasard, il y trouve son bonheur et il y reste. Parce que les métiers industriels sont des métiers totalement enthousiasmants. Voilà. Et donc, je peux dire que dans les 100 usines dont vous parliez tout à l'heure, Vincent, que nous souhaitons faire monter chaque année en France, il doit y en avoir 99 qui sont dans les territoires ruraux. Et donc, on a une action d'aménagement du territoire qui est totalement systémique, hein, avec les moyens qui nous sont confiés. Mais mon propos, c'est de vous dire, les plus belles carrières sont dans l'industrie. Et l'industrie,
c'est pas que dans les grandes villes. Donc les plus belles carrières seront pas que dans les grandes villes. Voilà. Appel au peuple. Question de Claire Bueno maintenant, sur la balance commerciale. Bonjour Monsieur Dufourc. Je m'appelle Claire Bueno. HEC 2002, je travaille dans l'export de produits français, principalement alimentaires, vers 70 pays, notamment en Afrique. Je voulais vous interroger sur le potentiel redressement de la balance commerciale que viserait une nouvelle phase d'industrialisation. Une fois en capacité de produire, le développement commercial vers l'étranger suppose une chaîne de valeur, incluant logistique, financement, garantie, et la conclusion de partenariats commerciaux stables. Il faut pour cela des infrastructures et une économie tournée vers l'extérieur. Ma question est donc la suivante. Avec une hausse de la production en France, comment pensez-vous que devrait se développer un écosystème encore plus performant à l'exportation? Merci. Merci pour cette question. C'est une partie très importante de mon mandat et de ce que font mes équipes. On a une très grosse direction de l'export. À la boîte à outils, c'est toujours la même. Du financement, on finance la PME, le TI ou le grand groupe d'ailleurs qui va exporter. C'est de la garantie, donc on vous fait de la garantie à l'export. C'est de l'installation locale sur place, et ça on le fait avec Business France. Et puis c'est surtout de l'acculturation, et ça on le fait avec des consultants qui travaillent pour nous et avec lesquels nous avons monté des écoles de l'export, avec des promos de 20 à 30 entreprises qui travaillent ensemble sur leur plan d'export. On a fait une école pour l'Afrique, on a fait ça s'appelle des accélérateurs, un accélérateur franco-italien. On travaille sur le reste de l'Europe, etc. Mais pour résumer, nous harcelons nos clients PME, ETI pour qu'ils bâtissent leur plan d'export. Voilà, c'est tout. Notre mission, porte-à-porte de masse, c'est de leur dire, vous ne pouvez pas être innovant si vous n'exportez pas. Parce que si vous n'exportez pas, vous ne pouvez pas savoir si votre produit est de qualité ou pas. Je ne sais pas si la question de Karine Gabaye va vous harceler. Elle est sur le saupoudrage. Bonjour Monsieur Dufourc, Karine Gabaye, HEC 2003, j'exerce une fonction juridique dans le secteur de la gestion d'actifs. J'ai vu sur votre site internet que la BPI aurait participé à plus de 65 000 opérations de financement au cours du premier semestre 2022. Ne craignez-vous pas que cela puisse s'apparenter à du saupoudrage au moment où la France doit faire face à des défis majeurs dont les thématiques ont été identifiées par les pouvoirs publics, notamment en matière de santé, de transition énergétique ou de cybersécurité? En tant que banque publique d'investissement, votre mission ne devrait-elle pas se recentrer sur ces priorités stratégiques qui représentent des investissements à très long terme et dont la rentabilité n'est pas forcément immédiate? Je vous remercie. Alors c'est ce qu'on fait. On a un métier de crédit. Bon, ce métier de crédit, il fait 15 milliards d'euros de crédit par an. Et il le fait à toute l'économie française, mais avec une insistance très particulière sur l'industrie. Puisque l'industrie représente 25% de nos crédits, alors que c'est 12% du PIB. Donc BPI France, grande banque de l'industrie. Attention très particulière au tourisme aussi. On est le grand financeur de tourisme. Attention très particulière aux investissements en transition énergétique, photovoltaïque, éolien. BPI France a une part de marché de 20%. Énorme. Donc on se concentre sur le crédit. C'est un mauvais procès, le saupoudrage. Donc il n'y a absolument pas de saupoudrage. Mais j'insiste sur un point. Notre conviction, c'est que l'avenir de la France passe par un écosystème entrepreneurial aussi profond que possible. Donc notre rôle, c'est de faire des Français des entrepreneurs et de financer les entrepreneurs, quels qu'ils soient. On ne va pas s'amuser à dire, toi, tu veux nous proposer je ne sais quel restaurant de pizza, c'est pas prioritaire pour la France. On ne le fera pas. Un entrepreneur mérite d'être aidé, nous retournons toutes les pierres. Les secteurs stratégiques dont vous parlez, c'est le financement de l'innovation de BPI France. C'est un autre métier. C'est 6 milliards d'euros par an. Par an. C'est unique en Europe. Personne ne fait ça. Hein. Et là, on se concentre sur un certain nombre de verticales stratégiques qui sont celles que vous avez citées. Une question rituelle, j'ai envie de dire, hein, Vincent. Je pense qu'on l'a à chaque entretien HEC, d'un confrère HEC, bien sûr, Thomas Lestavel. C'est toujours un peu grinçant, hein, ne vous inquiétez pas. Écoutez. Nicolas Dufourc, bonjour, je suis Thomas Lestavel, journaliste, HEC 2005. Alors ces dernières années, et depuis pas mal d'années maintenant, BPI France participe à de nombreuses levées de fonds de start-up, au point que certains médias étrangers y voient la marque d'un pays socialiste caractérisé par une puissance publique très présente. Et moi-même, en tant que journaliste français, quand je vois que BPI France participe à une levée de fonds, je n'y vois pas forcément là un signal fort de qualité.
Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin dans le financement des jeunes pousses tricolores? Merci beaucoup. C'est sympa de me poser la question et j'y réponds avec sourire. Je pense que vous vous trompez totalement. Voilà. Quand BPI France investit, c'est un signe de qualité et on attire des co-investisseurs. Et d'ailleurs, beaucoup viennent tout simplement nous chercher. Tout simplement, on vient nous chercher. La réputation de BPI France comme investisseur, elle est maintenant très largement établie. L'empreinte est importante. Les équipes de la société de gestion, qui est une filiale de BPI France, importante, puisque c'est une entreprise qui représente à peu près 650 salariés. C'est la plus grosse société de gestion française. Elle fait, comme quelqu'un l'a dit plus tôt, 400 investissements directs par an. Et elle investit dans à peu près 50 fonds par an. Eh bien, s'ils étaient ce que vous dites, on ne chercherait pas à nous les débaucher tous les matins. Mon problème, c'est de les garder. Alors, cher Nicolas Dufourc, une méta-question de Marie Candilaftis. Bonjour Nicolas Dufourc, je suis Marie Candilaftis, HEC Promo 2002, et je suis Global Client Partner chez Meta, chez Facebook. Vous avez parlé de 3 thèmes pour BPI autour de la métamorphose: la réindustrialisation, la décarbonation et l'innovation. Mes questions porteront sur le thème de l'innovation qui reste très large. Tout d'abord, comment définissez-vous l'innovation? Pourriez-vous nous partager des objectifs précis de ce que vous visez pour ce pilier? Et avez-vous des initiatives concrètes à partager? 2 autres questions. Quels sont les critères avec lesquels vous sélectionnez les entreprises que vous soutenez et que vous aidez? Et enfin, de quel levier disposez-vous justement pour favoriser ce pôle innovation? Merci beaucoup. C'est une question très large, évidemment. Ouais. Donc, pas facile d'y répondre. Non, mais notre rôle, au fond, se résume à une définition que je donne régulièrement de la BPI. On est éditeur d'entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est un auteur. Il nous amène son manuscrit, il est plus ou moins bon, on le retravaille, on l'accompagne, on le publie, on fait son succès. Voilà. Mais l'entrepreneur a quelque chose d'extraordinairement fécond dans lequel il y a ce que vous pouvez imaginer être une définition de l'innovation. À partir de là, il y a la dimension bottom-up de l'innovation qui, pour nous, est totalement centrale. De ce point de vue-là, on est très proche de la façon dont l'État israélien accompagne son écosystème d'innovation. Ce sont d'abord les entrepreneurs qui voient l'avenir. Pas nous, c'est eux qui voient l'avenir. C'est eux les visionnaires. Donc on leur demande quoi? On leur demande d'avoir un grain de folie et un tableur Excel dans la tête. Il faut qu'ils aient les deux. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on juge. À partir de là, vous ne serez pas surpris qu'on ait investi dans 6 startups du quantique français, qu'on ait investi dans 8 fonds de crypto, qui vont eux-mêmes investir dans les startups de la crypto française. On accompagne les courants marins naturels de l'innovation de notre société qui est extraordinairement féconde. Et on n'est pas là pour leur dire « faites ci, faites ça ». Du tout, on n'est pas colbertiste. Ça, c'était un scoop pour la France. Allez, dernière question rapidement de David Bousseau sur la métamorphose de BPI. C'était le thème que vous aviez choisi justement pour Big. On écoute. Bonjour Nicolas Dufourc, je suis David Bousseau, dirigeant fondateur du réseau de conseil EOS, qui fédère des experts indépendants et des startups partenaires, et nous accompagnons les entreprises dans leur transformation humaine et digitale. Il y a près d'un mois, vous organisez l'édition 2022 de Big autour du thème de la métamorphose. Dans quelques mois, vous fêterez vos 10 ans à la tête de BPI France. Alors, quels sont pour vous les principaux axes de métamorphose de BPI France pour les 10 prochaines années, au regard des enjeux de financement et d'accompagnement des entreprises et entrepreneurs français? Presque une conclusion qu'on vous demande, qu'il vous demande. Non, mais très bien. Mais écoutez, c'est le plan stratégique de la banque qui a été voté par le conseil d'administration cet été, dans lequel il y a un grand bloc qui est réindustrialisé par l'innovation. Il y a un grand bloc qui est décarboner l'économie française. Donc c'est la Banque du Climat. Et j'insiste sur ce point parce que tout à l'heure, une jeune étudiante disait qu'il faudrait que la BPI en fasse plus. Mais la BPI s'est déjà totalement transformée. Il faut voir ça. C'est-à-dire que en l'occurrence, 3500 salariés de BPI France ont tous été transformés eux-mêmes. Les crédits que nous accordons, les fonds propres que nous distribuons, que nous délivrons, que nous investissons, tout ça se fait sur des grilles qui sont des grilles climatiques maintenant. Il faut voir ça. Et donc, et par ailleurs, c'est nous qui allons mettre en transition 20 000 entreprises françaises. Bon. Donc la métamorphose de BPI France, elle se fait autour de ces 2 premiers grands blocs. Voilà. Alors ensuite, il y a France 2030 qui va renouveler l'économie française au plus profond.
dans les 37 verticales du plan, qu'on pourrait détailler, mais on n'a pas le temps. Et puis enfin, il y a la question de la souveraineté, qui est beaucoup plus importante maintenant qu'il y a quelques années. On arrive au terme de cet entretien HEC. Nicolas Dufourcq, encore deux petites questions en termes de conclusion. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. En termes de conclusion, Nicolas Dufourcq, votre succession, vous êtes candidat à votre succession, ça fait 10 ans que vous êtes là. Oui. On vous a vu chez Orange, on vous a vu ici ou là. Vous êtes vraiment envie de rempiler encore pour 10 ans? Vous n'avez pas envie de faire autre chose? Oui, c'est un drôle de mot, rempiler. Oui. Non, c'est un mot un peu trivial, mais moi qu'on utilise souvent. j'aime bien avoir des missions. Donc voilà, je suis un gars à mission. Là, il y en a une. Donc j'aimerais bien rester. Voilà. Alors justement, alors que beaucoup d'étudiants, on a eu en tête cette remise des diplômes de Polytechnique, d'Agritech, où ils souhaitaient bifurquer, même à HEC, on a évoqué le souhait d'avoir un autre capitalisme, souhaitent effectivement que le monde change. Vous leur dites, un peu agacé d'ailleurs, écoutez, arrêtez de macérer, devenez entrepreneur. Oui. Est-ce que c'est la bonne réponse, à votre sens, à cette interrogation qu'il y a dans nos jeunes générations? Je ne sais pas s'il faut apporter une réponse, on va dire, agacée, non. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que les défis qu'on a à relever supposent une immense quantité d'intelligence, une immense quantité de travail et une immense quantité de combat. Ça va être très dur. Et donc, il faut... Moi, alors, c'est ce que je recrute chez BPI France, je peux vous dire. Je recrute des combattants qui ont l'esprit de mission. Les 4 valeurs de la banque, c'est quoi? Optimisme, on va y arriver. Volonté, on ne se laissera pas faire. Proximité, on est aux côtés des clients tout le temps, physiquement, et simplicité. Voilà, ça dit tout. Et je pense qu'on a besoin de... Peut-être qu'elle m'écoute, la nouvelle génération, là. On a absolument besoin de vous pour faire la transformation et la métamorphose nécessaire. Mais ça va demander un jaillissement d'énergie qu'on n'a pas vu depuis probablement l'après-guerre. Depuis 45-55, ces années-là. C'est ce jaillissement-là. Et donc le moment n'est pas du tout à se poser des questions de l'ordre de la tentation de Venise, du retrait ou de la bifurcation. Le moment, il est à travailler plus, avoir plus d'idées, investir plus, être plus entrepreneur, être plus libre, se battre plus. Bon, les toutes petites dernières questions pour la route. Vous êtes un passionné de rock, de hard rock, de metal rock. C'est votre exitoire, c'est ça Je suis passionné de musique électronique. Oui. C'est pas du tout pareil. Les étudiants me comprendront. Et pourquoi? Non, mais parce que je pense que c'est un... Alors bon, ça dépend des années. Il y a des années plus ou moins fécondes, là aussi. Mais c'est un monde de créativité musicale qui incarne bien le moment que nous vivons. Moi, j'aime bien écouter la musique du moment. Et pourtant, vous financez de la musique classique dans votre fondation. Oui, on finance effectivement une seule action qui est de faire des orchestres pour les enfants dans les banlieues. Mais la question est hyper pertinente, Vincent, parce que les enfants en question, qui sont donc issus de Chanteloup-les-Vignes, de Montfermeil, etc., qui rentrent dans des formations orchestrales de 100 musiciens et qui jouent à la Philharmonie tous les ans à la fin du mois de juin. Quand vous leur posez la question de savoir, une fois que vous avez joué, je sais pas moi, le Boléro de Ravel, à l'émerveillement de tous et à votre propre plaisir, et vous rentrez chez vous, vous écoutez quoi? La musique classique? Pas du tout. Vous écoutez quoi? Vous écoutez j'écoute du rap, évidemment. Et donc, c'est totalement compatible. C'est simplement que la pratique instrumentale, c'est déjà une pratique entrepreneuriale. Joli mot de conclusion. Merci Nicolas Dufourcq d'avoir passé l'entretien HEC avec nous. Merci. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.